Merci beaucoup, Madame la présidente de l'Université Paris-Saclay, Madame la directrice adjointe de la Direction générale de la recherche et l'innovation, Madame la directrice générale de la recherche et de l'innovation, chers participants, Mesdames et Messieurs, c'est un très grand plaisir d'intervenir ce matin dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, à l'ouverture de cette conférence dédiée à l'innovation de rupture et co-organisée avec l'Université Paris-Saclay, la Commission européenne et le gouvernement français. L'innovation de rupture, ça renvoie à la résolution de problèmes complexes, faisant intervenir des acteurs et des disciplines variées. Souvent, elle est imprévisible, elle se déploie dans le temps long et elle nécessite des investissements élevés, avec pour corollaire un taux d'échec important. Elle nécessite donc une intervention publique, on va y revenir. L'innovation de rupture, elle est clé pour nos entreprises et en tant que représentant du ministère de l'économie, des finances et de la relance, j'insisterai particulièrement sur les effets sur les entreprises dans mon propos. La capacité de nos entreprises à développer puis commercialiser des produits intégrant des technologies de pointe, répondant à des usages nouveaux ou associés à des services novateurs, c'est un facteur clé de différenciation et de compétitivité face à la concurrence internationale. Pour ces raisons, le gouvernement français a fait du soutien de l'innovation de rupture une priorité. Au plan national d'abord, et puis je reviendrai bien sûr dans un deuxième temps sur la vision au plan européen. Au plan national, la France a décidé de renforcer les fondements de sa politique d'innovation et d'accepter de prendre plus de risques concernant des domaines à la frontière technologique. Au cours de ces dernières années, des étapes majeures ont pour cela été franchies. Tout d'abord, la création en 2018 du Conseil de l'innovation chargé de déterminer les priorités stratégiques de la politique d'innovation du gouvernement. Les travaux du Conseil de l'innovation ont notamment abouti au lancement de nouvelles modalités de soutien de l'innovation de rupture au travers de ce qu'on a appelé des grands défis, destinés à répondre aux défis sociétaux en apportant de nouvelles technologies. Mis en œuvre par des directeurs de programme bénéficiant d'une large autonomie, à l'instar de l'Agence américaine d'innovation de rupture dans le domaine de la défense, la fameuse DARPA, ces grands défis ont permis de s'attaquer à des verrous technologiques dans 4 domaines. La certification en intelligence artificielle, l'amélioration des diagnostics médicaux par intelligence artificielle, l'automatisation de la cybersécurité, la bioproduction de thérapies innovantes. Autonomie et prise de risque sont ressorties, on le voit ex post, comme les conditions sine qua non de réussite de ce type de programme. Il a permis de monter, par exemple, un programme collaboratif de grande ampleur entre industriels, en l'occurrence c'était Renault, Valeo, Airbus notamment, et académiques, visant à développer des logiciels labellisés, sûrs, fiables et éthiques. Un autre exemple sur la bioproduction, le défi finance des projets prometteurs en matière d'usines cellulaires. Un autre élément est structurant pour favoriser l'innovation de rupture, c'est d'offrir aux chercheurs un cadre leur permettant de valoriser les résultats de leurs recherches, de les acculturer, de leur permettre de mener des activités entrepreneuriales. C'est un des objets de la loi Pacte qui a été votée en 2018, qui favorise les passerelles entre la recherche et la création d'entreprises. Mais ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que cette approche a été complétée et renforcée par le plan France 2030, annoncé en octobre dernier, qui a l'ambition de donner à la France les moyens de développer les industries et de créer les emplois qui permettront de répondre aux grandes transitions écologiques et numériques. Au total, c'est 54 milliards consacrés au développement des filières technologiques, dont 6 milliards destinés à proprement parler à l'innovation de rupture. C'était le fruit d'une large consultation avec les professionnels des secteurs concernés, mais aussi avec des étudiants, avec des jeunes chercheurs, et ce plan est structuré autour de 3 enjeux. Mieux produire, mieux vivre et mieux comprendre notre monde. Il se décline en 10 grands objectifs sociétaux qui portent sur la décarbonation des modes de production, énergie, industrie, transport, sur l'amélioration de la qualité de vie, alimentation, santé et culture, et puis sur l'approfondissement de nos connaissances, espace, grands fonds marins. Pour en donner des objectifs très concrets, dans les objectifs, il y a par exemple produire 20 médicaments contre le cancer, les maladies chroniques, dont celles liées à l'âge, et créer les dispositifs médicaux de demain pour la santé. Il y a concevoir un avion bas carbone pour 2035,
il y a produire 2 millions de véhicules électriques et hybrides par an en 2030. Voilà, quelques exemples d'objectifs très concrets. Dans chacun de ces domaines, des stratégies systémiques ont été construites qui couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur. Ça va de la recherche fondamentale jusqu'à l'industrialisation. Parce que soutenir les projets de R&D, c'est seulement une partie du problème, dans la mesure où la phase d'industrialisation comporte ces difficultés intrinsèques qui peuvent aussi nécessiter un accompagnement public. L'obtention du foncier nécessaire, le financement des usines, le recrutement des compétences clés, et puis l'accompagnement dans les démarches administratives. J'en viens maintenant au plan européen, puisque cette stratégie nationale s'inscrit pleinement dans l'ambition globale européenne de soutenir et de stimuler les entreprises technologiques innovantes. L'écosystème européen de la tech innovante connaît un essor sans précédent depuis 5 ans. On dénombre ainsi plus de 200 licornes et en 2020, malgré la crise sanitaire, les startups européennes ont levé 40 milliards de dollars, même si évidemment cette performance doit être mise en regard des 145 milliards levés aux États-Unis, des 57 milliards levés en Chine. Pour garantir sa compétitivité internationale et réduire ses dépendances technologiques, il s'agit aujourd'hui pour l'Europe d'amplifier cet essor et de positionner l'écosystème des startups européennes au premier plan sur la scène internationale face aux leaders américains et asiatiques qui bénéficient d'investissements massifs et de politiques ciblées. Le Conseil européen de l'innovation, l'EIC, constitue en cela un levier européen majeur pour financer les deep tech les plus prometteuses. La France a soutenu dans ses prémices la création de ce nouvel instrument avec l'objectif de faire émerger des entreprises européennes deep tech de rang mondial. Et les premiers résultats sont prometteurs. En 2021, on compte 164 lauréats de l'EIC Accélérateur pour un investissement global de près d'1 milliard, dont plus de la moitié en investissement direct de l'EIC dans ces entreprises. Le profil de ces entreprises renvoie à des modèles véritablement deep tech, c'est-à-dire de liens forts avec la recherche, d'une mise sur le marché longue et de besoins capitalistiques importants, qui nécessitent un soutien pour traverser ce qu'on appelle la vallée de la mort. Quelques exemples illustrent les innovations radicalement technologiques et prometteuses. Dans le domaine médical, par exemple, un projet de système robotique intelligent, sensoriel et téléopéré qui permet pour la première fois des interventions endovasculaires entièrement robotisées. Les forces de l'EIC tiennent à sa capacité à répondre à un réel besoin de financement en soutenant l'industrialisation des projets technologiques risqués, en sa capacité à assurer une visibilité des projets auprès de potentiels investisseurs, et puis enfin à sa capacité à inciter les entreprises à structurer leurs projets dans une perspective de forte croissance. Ces forces doivent aujourd'hui être conservées, ne doivent pas être remises en question, et la France reste convaincue que l'EIC contribue à la structuration d'une offre technologique européenne souveraine. Les ambitions initiales de l'EIC doivent être préservées, voire renforcées. Et puis, au-delà du dispositif à proprement parler de l'EIC, le développement des entreprises innovantes en Europe nécessite le déploiement d'un continuum de soutien, relevant tant du financement que de l'accompagnement des scale-up, mais aussi permettant de renforcer l'attractivité de l'Europe pour les talents. Ce sont les objectifs visés par l'initiative Scale Up Europe, qui a été lancée en mars 2021 par le président Macron, en lien avec la Commission européenne et les États membres. L'ambition que nous portons au travers de la PFUE, la présidence française de l'Union européenne, c'est de créer plus de 10 géants technologiques valorisés à plus de 100 milliards d'euros au sein de l'Union européenne avant 2030. Pour y parvenir, le financement dit late stage est le nerf de la guerre, a fortiori pour les entreprises portant des innovations de rupture. L'enjeu, c'est de les accompagner dans leur croissance et de pallier l'insuffisance des capitaux, qui peut les amener à se tourner vers des fonds étrangers. C'est ainsi près de 86% des tours de financement des licornes européennes qui, au final, aujourd'hui, sont menés par des investisseurs américains. C'est dans cette optique que la France a contribué à l'élaboration des dispositifs européens visant à soutenir l'émergence de scale-up européennes. Il a été annoncé dans le cadre de la présidence française le lancement de l'European Tech Champion Initiative, l'ETCI, dont l'objectif c'est de créer un fonds de fonds d'une capacité finale de 10 milliards d'euros
dont la gestion sera confiée au Fonds européen d'investissement, le FEI. La France et l'Allemagne ont déjà annoncé contribuer chacune à hauteur d'1 milliard d'euros. Autre enjeu majeur pour la croissance de l'écosystème technologique européen, l'accès aux compétences clés. Les profils internationaux sont une ressource précieuse, notamment pour les scale-up, qui disposent d'une compétence technologique en tension sur le marché européen ou qu'ils apportent une expérience issue d'un écosystème plus mature. L'Europe doit donc devenir la terre des talents tech. Pour cela, il s'agit d'améliorer et centraliser l'information sur les dispositifs nationaux à destination des talents communautaires et étrangers. Ça, c'est le sens de l'initiative française déjà annoncée le 8 février dernier et soutenue pour l'heure par 16 États membres, de travailler à la mise en place d'ici à la fin de l'année d'une plateforme et d'un guichet de services pour aider les talents à naviguer entre les différents visas européens. Enfin, le développement des scale-up en Europe nécessite aussi d'accroître leur accompagnement. L'EIC Scale-up 100 vise par exemple à offrir de façon proactive et ciblée un ensemble de services allant de la recherche d'investisseurs à des facilitations administratives. De telles actions sont à encourager car elles participent à positionner les scale-up européennes sur un sentier de forte croissance. Alors bien sûr, il est également absolument indispensable de développer la coopération et la mise en réseau des différents acteurs de l'écosystème européen de la tech, mais je laisserai le soin de développer ce point à Madame la directrice générale de la recherche et de l'innovation. Pour conclure, l'innovation nécessite une culture du questionnement scientifique. Elle est inscrite dans notre histoire collective et nos racines européennes et elle demande un investissement permanent. On peut considérer que c'est un capital à faire fructifier, surtout à l'heure où de nouvelles puissances émergent, qui investissent massivement dans la haute technologie. Cette conférence doit donc être l'occasion d'échanger et de confronter nos points de vue quant aux différents leviers permettant d'accélérer le développement des innovations de rupture en Europe. Je vous remercie donc tous de votre participation et vous souhaite une excellente conférence. Well, thank you, Benjamin. You mentioned a few of the strategies that has been put forward by the French presidency and a little bit how the breakthrough innovation is going to fit with the objectives of the French presidency. But perhaps you could also touch on the future industrialization phase of these sorts of breakthroughs. Oui, je vais répondre en français. Sur la notion de... comment ça s'inscrit l'innovation de rupture dans les priorités de la présidence française de l'Union européenne, un fil rouge de la présidence française de l'Union européenne, c'est la souveraineté européenne. Or, en développant des produits et des services innovants, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'industrie, l'innovation de rupture s'est révélée au cœur de la réponse européenne face à la crise sanitaire. Donc, dans le contexte actuel, en permettant de renforcer la souveraineté technologique, industrielle et sanitaire de l'Europe, l'innovation de rupture s'inscrit pleinement dans les priorités de la présidence française. Sur votre deuxième question sur l'industrialisation, il y a le niveau français et il y a le niveau européen. Au niveau français, j'ai dit un mot de France 2030. Ça a la particularité d'être un plan industriel qui vise à accompagner les entreprises et les zones économiques qui seront stratégiques d'ici 2030, non seulement sur le plan d'innovation, mais aussi sur l'aspect plus industriel des choses. C'est vraiment le continuum. Et au niveau européen, je crois qu'il faut vraiment citer les projets importants d'intérêt européen commun, les PIEC ou IPCEI en français, qui accélèrent depuis quelques années. Ce sont des réelles opportunités de soutien à des projets industriels et d'innovation qui sont structurants. Les PIEC permettent à plusieurs États membres de financer ensemble et directement un projet qui répond à un objectif d'intérêt commun. Après les 3 premiers PIEC déjà en cours de déploiement avec nos partenaires européens, le PIEC microélectronique et les 2 PIEC batterie, on en a 4 autres en train d'être montés plus ou moins avancés, semi-conducteurs, hydrogène, cloud, et puis la France pousse beaucoup aussi pour le PIEC sur la santé, et auquel la France participera. Il y aura même cet après-midi un workshop, demain, sur le thème de l'industrialisation des innovations de rupture. Donc je pense que je vous invite à y participer puisque plusieurs entreprises viendront nous faire part de la particularité de la phase d'industrialisation de ces innovations de rupture et partageront leur retour d'expérience quant aux atouts de l'Europe et aux progrès qui pourraient être envisagés.
Thank you, Benjamin, for that